Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'épisode suivant, le dernier pour cette année 2024. C'est la dernière, j'en profite donc pour vous souhaiter un joyeux Noël et puis de belles fêtes pour vous et tous ceux qui vous entourent. Et en guise de cadeau sous le sapin, France 2 nous offre un beau cadeau. C'est la série Zorro avec Jean Dujardin, série diffusée en 2 soirées, série événement quand même, budget de 25 millions d'euros, c'est pas mal du tout pour une série française. Série très attendue même si... il y a plein de gens qui l'ont déjà vue puisqu'elle est déjà sortie sur Paramount+. C'est un choix quand même étonnant qu'on va décrypter avec mes invités et puis on vous dira quand même ce qu'on a pensé de cette série Zorro. On l'a vu, est-ce qu'on l'a aimé, est-ce qu'on l'a pas aimé, est-ce que ça cabotine, est-ce que ça cabotine pas, vous saurez tout. Mes invités donc, 2 cavaliers qui surgissent à mes côtés pour rendre justice aux séries françaises. Voilà, je vais chercher très loin ce lancement. Tout d'abord Alexandre Letraine, salut Alex. Salut Clément. Alex, journaliste, animateur de la loi des séries sur VL Média. Et puis Benoît Laganne, salut Benoît. Salut à vous deux. Journaliste spécialiste des séries Benoît, notamment chroniqueur chez Télématin. Merci à tous les deux d'être là. Le temps d'enfourcher Tornado. Je sais pas où il doit être dans les écuries pas loin des studios. Et on attaque le débat de la semaine, c'est parti. Je le disais, c'est donc l'événement de cette fin d'année sur France 2 et à la télé tout court d'ailleurs. La série Zorro avec Jean Dujardin débarque enfin pour 2 soirées en prime time, les 23 et 30 décembre, 2 fois 4 épisodes, ça fait un peu beaucoup, mais pourquoi pas, série que vous avez peut-être déjà vue en fait, puisque, je disais, elle est sortie sur Paramount+, il y a plus de 3 mois déjà. Il faut expliquer aux gens, messieurs, quand même, comment une série, parce qu'elle a été pensée et produite en grande partie par France Télévisions. Pourquoi est-ce qu'elle a été diffusée il y a 3 mois sur Paramount+? C'est quoi cette histoire ? C'est le côté un peu, chat noir de France Télévisions. C'est-à-dire qu'ils ont des super projets, puisqu'ils initient pas mal de grosses productions. Ouais. Et puis arrive une plateforme qui se greffe juste après dans la bataille en termes de financement et qui donc rafle la première fenêtre de diffusion. C'était déjà le cas sur Les Gouttes de Dieu, où France Télévisions avait initié le projet. C'est le cas sur Lucky Luke qui va arriver bientôt. Ouais. Et c'est le cas évidemment sur cette série-là. Il y avait aussi Tout pour Agnès qui avait eu droit. Donc voilà, ça c'est les joies de la diffusion. Alors que à l'inverse, on voit que sur TF1, TF1 a gardé la primeur de diffusion de la première fenêtre de diff, comme on dit. Oui, alors après, c'est pas toutes les mêmes histoires. Dans le cas des Gouttes de Dieu, c'est vraiment une production initiée par France Télé, mais qui à un moment donné a du mal à aboutir parce que ça coûte très cher et que France Télé est obligée de s'associer avec d'autres plateformes, d'autres chaînes pour pouvoir financer leur série. Et que le projet, entre guillemets, il est presque sauvé économiquement parce qu'il y a une autre plateforme qui rentre en jeu. Donc après, c'est dans leur accord. Est-ce que ça vient... alors je ne sais pas dans le cas de Zorro précisément comment ça s'est passé. Moi, je pense que c'est pas un problème. En fait, parce que c'est pas les mêmes publics. Et on pourrait se dire sur le papier que ça va priver France 2 d'une audience quand même. On peut dire qu'il y a peut-être quelques centaines de milliers de personnes il y a peut-être, bien évidemment, mais c'est à la marge. C'est pas du tout le même public. Et moi, je vois bien. J'ai parlé de Zorro l'été dernier à Télématin en disant ça va être une série de l'année sur France Télé et à la rentrée sur Paramount+. J'ai tout donné, j'ai montré les images, il y a pas de problème. Les téléspectateurs l'ont vu, en ont entendu parler. Sans doute que par leurs amis, leurs proches qui ont Paramount, ils en ont entendu aussi parler. Sauf que c'est sur une plateforme, une énième plateforme. Ils l'ont pas forcément, ils savent pas trop. Donc, mais ils en entendent parler. Ils ont vu des images. Ils nous ont entendu, nous journalistes. Et donc là, ça arrive enfin. Là, ça et donc revient, ils sont là. Ce qui est problématique, c'est que ça fait quand même 3 semaines que sous le label France.tv, elle est disponible à l'achat en DVD dans tous les magasins. Donc ça, plus la prédiffusion sur Paramount+, les 4 épisodes d'un seul coup en une soirée. Ça fait un peu beaucoup là. Ça fait un peu beaucoup pour optimiser sur une diffusion maximum. Après, il faut compter sur l'appât de Jean Dujardin pour puisque là, il y a peut-être aussi on parle dans le jeu vidéo de rejouabilité, il y a peut-être aussi une revisionnabilité de cette série, qu'une série assez facile à regarder. On peut l'avoir vue tout seul et se dire, tiens, je suis en famille pour les fêtes. Peut-être que ma mère, mon père l'a pas vue parce qu'il n'a pas Paramount+. Tout à fait. Ça fait une belle soirée le 23 décembre. Quoi. Oui, et puis je pense, alors il y a l'aspect familial, effectivement, de la série. Il y a la diffusion par paquet de 4, certes, ça c'est une problématique, mais qui n'est pas liée qu'à France Télé, voilà. Globalement de beaucoup de chaînes. Arte fait beaucoup ça aussi, par exemple. Là, les épisodes sont quand même d'une durée qui fait que c'est comme 3 épisodes, c'est comme 3 épisodes d'une série 50, de 50, grosso modo. Donc, moi, je pense que vraiment, c'est vraiment des publics. Le réflexe télé, nous qui regardons beaucoup les séries sur les plateformes, on a tendance à oublier. À penser que tout le monde fait comme ça. Et moi, chaque fois que je suis à
les matins que je parle d'une série, je pense à ma belle-mère, à mon beau-père. Et eux, qu'est-ce qu'ils font ? Eux, ils allument la télé. Et ils ont encore ce réflexe-là. Alexandre, toi qui suis beaucoup les feuilletons quotidiens, tu sais très bien à quel point les téléspectateurs sont beaucoup là. Le rendez-vous est important. Et là, je pense que pour les fêtes, encore à la télé pour le coup, 4 épisodes, c'est peut-être beaucoup, mais c'est pendant les vacances. C'est vrai, c'est ce que je disais. C'est familial, donc moi je pense que ça peut fonctionner. Eh bien, venons-en à cette série en elle-même, parce que certes, donc peut-être qu'elle peut fonctionner, mais est-ce qu'elle est bien ? Parce que pour qu'elle fonctionne, il faut quand même qu'elle soit bien. Ça, c'est autre chose. Alors, on va en dire un petit mot juste avant de vous lancer. C'est pas le Zorro classique, c'est pas l'histoire de base de Zorro, c'est une version un peu, moi j'ai envie de dire Dark Knight Returns quelque part. C'est Zorro qui revient avec un peu de comique, c'est pas Frank Miller. Qu'est-ce qu'il est sympa. Donc c'est 20 ans après avoir accroché la cape et l'épée, Zorro revient, donc Don Diego de la Vega, pour servir la justice à Los Angeles. Mais voilà, sauf qu'il a 50 ans passés, notre ami Zorro. Il est plus dans la forme de sa vie. Du coup, ça donne une série comique, on va le dire quand même, en tout cas en grande partie comique. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de cette série Zorro, de ce parti pris de changer un peu l'histoire ? Je vois qu'il y a des regards qui se lancent. Écoutez, moi, pour moi, le conte, il y est pas vraiment, quoi. Ok. Donc, un déçu de ce côté de la table. Et je l'attendais beaucoup, en plus, cette série. Alors, le conte n'y est pas, c'est-à-dire que je suis assez content de retrouver des marqueurs qui sont importants. Le générique, par exemple, qui a été refait, on va en reparler. Et je trouve que depuis Platane, on le savait que Zorro, ça va très bien à Jean Dujardin. C'était même son rêve d'enfant. Son rêve de gosse. Et c'est vrai que quand on le regarde sous le masque de Zorro, il a repris même le sourire de Guy Williams dans la série d'origine. Maintenant, pour le reste, d'avoir transformé Zorro en une espèce de pièce de Feydeau, avec l'amant dans le placard, avec ce côté un peu bourrin de Don Diego de la Vega, alors qu'il était juste en retrait dans la série d'origine, là il devient une espèce de lâche patenté qui assume pas ce qu'il est. Et puis on sent qu'on veut cocher plein de cases, et ça a tendance à me gonfler. Je discutais avec le producteur, je lui posais la question parce que Don Diego est quelqu'un de très moderne qui ne parle pas d'indien, par exemple, il parle d'autochtones, et il me dit bah oui, on l'a fait évidemment pour montrer un personnage moderne, mais aussi pour éviter des polémiques. Et je me dis que quand on essaye de construire une série, non pas pour raconter quelque chose d'une époque, mais pour éviter des polémiques, derrière on peut se retrouver un peu à cocher des cases qui sont pas forcément les bonnes. Après, et qui sont pas forcément cohérentes. C'est une magnifique production. C'est-à-dire que c'est très bien produit, c'est très bien filmé. Je disais, il y a 25 millions d'euros de budget. Oui, on voit, ça se voit qu'ils sont passés. Ça, il n'y a pas de problème. Moi, je suis plus réservé sur le côté pièce de boulevard de Zorro. Alors, est-ce que Benoît est d'accord avec ça ? Non, je suis pas totalement. Je suis pas totalement d'accord. J'ai un petit bémol que je dirais, mais mis à part ce bémol, franchement, j'ai passé un bon moment devant cette série. Pour lier à ta question juste d'avant, je pense que le public risque d'être quand même désarçonné par le style de cette série Zorro. C'est plus ça, je pense, que le fait que ça a été sur Paramount+, qui peut peut-être venir faire que l'audience ne sera pas peut-être pas au bout, totalement rendez-vous. Parce que il y a un vrai parti pris que moi j'ai beaucoup aimé. Tu parles de Feydeau, c'est vraiment la comédie du remariage qui est en jeu dans cette série, et je trouve que c'était la bonne et la belle idée de cette série que de voir ce personnage de Don Diego qui est jaloux de sa propre invention qui est Zorro. Puisque Zorro, il est sexy, sa femme l'aime beaucoup, et que Zorro va devenir l'amant de la femme de Don Diego. Voilà. Je trouve que cette idée est très maligne et très bien faite. Donc ça, c'est une première idée que j'ai beaucoup aimé. Pardon, sur un épisode, pas sur 8, quoi. Oui, non, mais il y a cette idée. Il y a toute une dimension politique aussi au début de la série qui m'a plutôt plu. On retrouve la patte, notamment de Noé Debré, de Parlement. Et ensuite, j'ai beaucoup aimé cette série qui n'a pas oublié les origines, n'a pas oublié ce qu'il a. Et plutôt que de refaire un Zorro où on aurait de toute façon trouvé que c'est pas assez ci, pas assez ça, au moins là, ils assument. Mon seul souci que j'ai, c'est finalement pas ces choix, parce que ces choix, je les trouve bien. Tu disais pas sur 6 épisodes. Mon problème, c'est peut-être la durée des épisodes. Puisqu'on est dans une comédie qui assume à la fois la comédie, mais qui assume aussi un côté très Frank Capra pour les références de cinéma, c'est-à-dire avec ses personnages naïfs, mais qu'on aime suivre. Et puis un côté un peu Fanfan la Tulipe, qui va très très bien avec ce combat quand même de Cap et d'épée qui est assumé. Mais tout ça, moi je l'aurais mis en 28 minutes. Ça aurait gagné, plus condensé, ça aurait gagné en rythme. Mon problème, il n'est pas tant dans les sujets que dans
le rythme, peut-être. Mais franchement, je suis allé au bout des 6 épisodes et franchement, 8, il y en a là, 8, Ouais. je pense que je vais les revoir. Moi, je me suis fait réflexion aussi, parce que du coup, quand je citais l'exemple de regarder en famille à Noël, alors qu'on l'a vu tout seul, ce sera mon cas. Je pense que c'est une série que je serai avec mes parents à ce moment-là. Peut-être je vais dire, voilà, on peut se faire une soirée Zorro, et j'aurai aucun problème à la revoir. On va décomposer un petit peu, vous avez évoqué chacun des éléments de cette série. On va s'attarder un petit peu sur quelques points, genre ce personnage de Zorro, qui est donc central forcément, qui est donc double, Zorro et Don Diego de la Vega, qui effectivement prend de la place dans cette série. Moi, j'avoue que j'ai bien aimé le côté dérision du personnage, le côté un peu notable, un peu encrouté, pas très très malin. J'ai beaucoup aimé la partie avec son père, l'espèce de daddy issues qu'il peut avoir, non résolu, avec André Dussolier, qui est un peu caustique dans cette histoire. Je dis pas que ça invente la télé. Le papa qui surgit pendant une scène d'amour entre les deux, enfin, franchement, ça a été vu C'est des très milliers théâtre de de boulevard. fois. Là, je te rejoins là-dessus. C'est lourd. Moi, ça m'a Enfin, un peu pardon, fait rire. mais- Voilà, je le dis. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est un personnage Je qui. suis grognon. Non, mais justement, c'est intéressant que tu dises. C'est un personnage, on le disait, donc, qui sort des sentiers battus de ce qu'était Zorro jusqu'ici. C'est peut-être pas le gentleman qu'on avait l'habitude de voir, etc. C'est un risque d'avoir fait ça. Tu le disais un petit peu, ça peut perdre des gens. Est-ce que ils sont allés trop loin quand même, ou est-ce que ça reste quelque chose quand même dans lequel les gens vont se retrouver? Si on aime Zorro, on va se retrouver dans ce Zorro-là quand même. Si j'étais désagréable, je dirais que de toute façon, même si Zorro avait été fidèle à Zorro, les gens auraient été déçus parce qu'on avait touché à leur doudou. Oui. Donc de toute façon, C'est pour ça, quitte à se prendre des Alexandre. coups, quitte à se prendre des coups, autant assumer un parti pris. Après, on est libre d'y adhérer ou de pas y adhérer, Ouais. mais assumons le parti pris. Par contre, pour le côté décalé, moi je pense qu'à un moment donné, il va falloir que Jean Dujardin, que j'aime par ailleurs beaucoup et que je trouve que ça lui colle vraiment bien, il va falloir qu'il se sorte un peu de cette image de faire du OSS 117 partout. Trop facile, Oui, peut-être. c'est un peu attendu, quoi. C'est un peu attendu. Donc, même s'il le fait magnifiquement bien, mais je trouve qu'il va falloir qu'il y a ce côté, moi, qui m'a un peu gêné. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, il était à la conférence de presse, il était un peu sur la défensive en disant aux journalistes, ceux qui ont vu du OSS 117, ils n'ont pas vu la série. Bah, si, on l'a un petit peu vu quand même. Effectivement, c'est une comparaison qu'on a beaucoup entendue quand elle est sortie sur Paramount+. Beaucoup de critiques l'ont faite. Toi, tu as l'air d'y souscrire, en tout cas, de dire qu'il y a des ressemblances. Après, on dans l'humour, n'aime pas ce genre d'humour-là, mais c'est vrai que c'est attendu sur Jean Dujardin. Après, ils sont allés au bout de leur... Pour ceux qui verront les 8, ils sont allés au bout de leurs propos. Ils sont allés vraiment jusqu'à... C'est cohérent. C'est cohérent jusqu'au bout. Maintenant, pour filer la métaphore sur d'autres séries du passé, moi, je trouve que, par exemple, puisqu'on parlait de super-héros, je trouve que le mélange rom-com, super-héros, questionnement du super-héros, je trouve que Lois et Clark était bien mieux arrivé il y a une trentaine d'années que Zorro aujourd'hui. Et j'aimais bien ce mélange des deux. Et c'est un peu ça peut-être qui m'a manqué dans Tu retrouves toi le OSS 117 ou au contraire c'est un procès d'intention qui est Non, peut-être un peu vite moi, parce que c'est Jean Dujardin? Oui, voilà. Moi, je pense que c'est parce que c'est Jean Dujardin et que c'est de la comédie. Parce qu'en fait, ça va dans Zorro. Quand il est Zorro, il a un côté cabotin, mais il n'est pas idiot comme OSS 117. Ils assument. En fait, ce qui est intéressant dans le vieillissement de Don Diego, c'est que Don Diego, c'est comme ce vieil oncle qui était super moderne quand on était jeune, qui pensait totalement progressiste et qui vire totalement réac vieillissant. Et donc Don Diego, c'est ça, sauf quand il met le masque de Zorro. Parce que quand il est le masque de Zorro, il retrouve la jeunesse qu'il a, alors enfagoté dans son histoire d'amour, mais c'est pas OSS du tout. Et moi, c'est pour ça que je comprends quand Jean Dujardin dit ça. C'est-à-dire que, oui, c'est parce que c'est lui qui l'incarne et qu'ils ont assumé la comédie. Il serait allé vers quelque chose d'aventure totale, sans comédie, personne n'aurait dit OSS, forcément. Sauf que là, ils veulent de la comédie. Et en l'occurrence, la comédie fonctionne. Donc, pourquoi s'en priver? Moi, j'y ai trouvé presque un côté plus Astérix qu'OSS 117, dans ce côté avec des personnages très carrés dès le début. Je pense notamment aux méchants, en tout cas aux méchants d'une partie de la saison qui est interprété par Eric Elmosnino, qui joue on croit sorti de Lucky Luke, un peu ce personnage aussi qui est un notable de la ville, très riche, qui va jouer avec Don Diego de la Vega sur des histoires de dettes, qui va ouvrir son casino. Voilà, moi je le trouve très astérixien ce personnage. On pourrait l'appeler Don Emmanuel X, que ça ne ferait pas grosse différence. Un côté un peu cartoonesque dans les personnages, ce côté un peu grand dadais, tout ce qu'ils ont à se balader dans cette ville. Moi j'ai un peu aimé ce côté astérix. Je dois dire que ça m'a pas dérangé. Le côté un peu cartoonesque, on sort un peu des sentiers battus. Une autre patte qu'on a retrouvée, tu l'as mentionné, c'est celle de Noé Debré. Moi, je vais peut-être essayer de vous réconcilier au milieu de la table là-dessus. Ne montez pas sur la table non plus. Je trouve que la série est coupée en deux.
Il y a un début de série que moi j'ai beaucoup aimé, qui est la partie série presque un peu plus politique. On retrouve Noé Debré sur cette histoire qui est une fable sur la lassitude du pouvoir de Diego de la Vega qui devient maire de Los Angeles. C'est le prémisse de la série, qui se rend compte qu'il faut gérer les paysans dont le maïs ne pousse pas, qu'il faut gérer les notables qui ont des reconnaissances de dette, que si, que ça, que le problème de l'eau, machin. On y retrouve des questions sur les impôts, l'évasion fiscale qui sont glissées dedans, des choses très modernes mises à l'assaut de 1820. Ça, c'est la première partie de la saison. Moi, je la trouve réussie. Je trouve qu'après, on peut reparler effectivement de ce que tu disais toi, que la deuxième partie vire sur le vaudeville un peu de Don Diego, sa femme, leur relation qui est un peu je suis là, je suis dans la pièce, mais je suis pas dans la pièce, enfin je me change en 5 minutes, machin. Là, je suis d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce qu'il y a une série un peu coupée en deux selon vous ? Est-ce qu'il y a des avantages dans cette partie politique ou pas ? Des choses que vous avez aimées à revoir ou pas revoir ? Moi, je suis très client de Noé Debré, de ce qu'il fait. Donc, on va rappeler, on n'a pas forcément dit, mais qui est le créateur de Parlement, voilà, qui est un grand succès de série française. Et qui est une formidable série où justement, je trouve qu'il a réussi dans Parlement à préserver cet équilibre entre justement la politique et le sens comique, littéralement. Je trouve que le côté politique de Zorro, c'est quand même très... c'est léger. C'est très saupoudré, histoire de faire bien. Et encore une fois, moi, je pense que dans le Zorro initial de Guy Williams, qui est le modèle du Jardin, puisqu'il travaille avec son frère sur la série, il y avait ce côté à la fois pulp, c'est-à-dire une grande intrigue, parfois même un peu politique, avec un fil rouge qui dure parfois sur une vingtaine ou une trentaine d'épisodes, et puis le côté un peu décalé du personnage. Et moi, c'est ça que j'avais envie de retrouver, sans forcément retomber sur le Zorro initial, parce que ce qu'en avait fait Antonio Banderas, c'était très différent aussi. Il y a des animés aussi qui l'ont fait et qui l'ont très bien fait. On n'a pas parlé, mais il y a la version espagnole de Prime Video, que moi, je trouve, pour le coup, elle est plus dans ce que j'attendais du Zorro. En fait, je suis très partagé, c'est-à-dire que si je me contente simplement de la partie Zorroesque, avec le masque, honnêtement, je suis obligé de m'incliner, ça fait le job, et c'est une bonne série d'aventure. Dès que le masque tombe. Dès que le masque tombe, je n'adhère plus du tout à ce qui est proposé. Moi, sur la dimension politique, je la trouve réussie, mais justement parce qu'elle le joue à la façon d'Astérix. Et c'est ça. Il n'y a pas de réflexion profonde sur le pouvoir. Mais c'est très très présent. Mais c'est malin. Et relisez toutes les BD d'Astérix, vous verrez à quel point c'est ça parle de politique très fort. Mais sous la caricature, le côté cartoon. Et effectivement, là, moi, je trouve que c'est réussi. Et ça m'a manqué, en fait, l'équilibre m'a manqué, peut-être, j'aurais aimé que ça continue tout au long de la série. Je trouvais que ça partait très bien. Voilà. Qu'on garde toujours cet équilibre, en gros, entre le remariage, le KPDP et le cartoon politique. Voilà, il y aurait eu ça dans tous les épisodes. Qu'ils n'ont pas réussi à superposer toutes les couches. Ça aurait été parfait, mais franchement, c'est pour trouver la petite bête. Toi, tu adhères. Non, mais pour reprendre les mots d'Alexandre, c'est quand même super bien produit. Jean Dujardin est génial. Il s'amuse beaucoup, en tout cas, ça se sent. Ils s'amusent beaucoup tous. Et moi, en tant que téléspectateur, je le ressens derrière, dans mon canapé. Il ne cabotine pas, pour répondre à la question que tu posais au début. C'est-à-dire que c'est paradoxal. C'est-à-dire que je trouve qu'il ne cabotine pas. D'accord. Il rentre dans le costume de Zorro et il le fait plutôt bien. Ou alors, on va dire que tous ceux qui font Zorro cabotinent, mais peut-être que c'est inhérent au personnage, peut-être que c'est inhérent au fait d'être un super-héros, mais je trouve qu'il ne cabotine pas, paradoxalement. On ne peut pas parler de Zorro sans parler du Sergent Garcia. C'est forcément le deuxième personnage principal quasiment dans cette série qui est là aussi un pas de côté. On n'est pas sur le Sergent Garcia un peu uniquement balourd qu'on a l'habitude de voir dans la série notamment de 57 avec Guy Williams. Là, c'est un profiler presque qui a une espèce de salle cachée où il relie les fils depuis 20 ans pour trouver Zorro un peu à la Mindhunter, doublé d'un syndrome de Stockholm complètement fou envers ce personnage qui n'arrête pas de le martyriser. Vous avez trouvé quoi ? C'est interprété par Grégory Gadebois, qui est toujours excellent globalement, on est d'accord là-dessus. Là, on va tous se réunir, je pense. Vous avez pensé quoi de cette version du Sergent Garcia ? Moi, j'ai adoré. Ouais. Je trouve que même il n'est pas assez. J'aurais aimé l'avoir encore plus. Il s'éteint sur la fin de la série. Parce qu'il y a quelque chose entre, pour filer la métaphore que tu as lancée sur Astérix, il y a un côté entre Zorro et Sergent Garcia, presque un côté Astérix et Obélix, quoi. Et je trouve qu'il l'aime et il en est jaloux. Oui. Et ça, je trouve que c'est sublime. Ça crée des moments de tendresse
en plus de la comédie, qui sont exceptionnelles, je trouve, dans la série. Et Gadebois, en plus, je sais pas, il dit des mots, son regard, enfin, il y a les poils, enfin, moi j'ai les poils qui se lèvent, quoi. Ouais, il y a un truc très fort chez lui. Et je trouve que là, vraiment, c'est peut-être la meilleure idée de la série, au-delà de tout ce qu'on a dit. Je trouve que la meilleure idée, c'est cette façon d'avoir recréé ce Sergent Garcia comme ça. Bon, aux États-Unis, il y aura déjà un spin-off lancé sur le Sergent Garcia. Alex, ce Sergent Garcia, t'en as pensé quoi? Je te sens plus réservé. Oui, mais comme pour tout le reste, alors je trouve qu'effectivement l'idée de se poser la question de savoir ce que devient quelqu'un qui aura été martyrisé pendant des années par un héros et cette volonté de se racheter finalement en se disant je l'aurai quoi, je l'aurai un jour, je l'aurai, je lâche pas, c'est intéressant. Maintenant, on en revient à ce que je disais au tout début, je sens quand même une petite pointe de se dire bon, on va cocher la case parce qu'aujourd'hui, on peut plus se moquer du Sergent Garcia comme on le faisait dans les années 50. C'est bien ou c'est pas bien, j'ai pas de jugement à porter là-dessus, mais pour éviter d'être accusé de s'en prendre à un personnage et de faire de la grossophobie, bah, on en a fait un personnage hyper intelligent. J'aurais aimé qu'il y ait ce mélange des deux, entre guillemets, de personnages, à la fois qu'on ait cette évolution et en même temps qu'on conserve ce côté un petit peu plus rigolo, ou alors il n'y avait pas d'obligation, on pouvait ne pas prendre le Sergent Garcia. On pouvait. C'est ce qu'a fait Antonio Banderas. Antonio Banderas, c'est ce qu'ils ont fait, il n'y a pas de Sergent Garcia, et ça marche très très bien aussi. Le film a une vocation on aurait pu différente faire, aussi, mais je sais pas. Ouais. Ah, par contre, il le fait magnifiquement bien, voilà, c'est très malin. En fait, j'ai tout le monde l'impression joue globalement très bien dans cette série. En fait, j'ai l'impression qu'il y a plein de bonnes idées, mais que c'est des bonnes idées qui auraient fonctionné sur un épisode. Et en fait, comme toutes les bonnes idées, on les étire sur 8 épisodes, et au bout d'un moment, c'est peut-être un poil fatigant. Ça fait peut-être partie de ces séries qui auraient pu être un très bon film de 2 heures, peut-être, on ne sait pas. Peut-être. On s'était promis qu'on en parlerait au début. Un point marquant, moi, que j'ai beaucoup aimé, et je ne m'attendais pas forcément à le revoir, c'est le générique. La musique, déjà, globalement, est très sympa, très inspirée espagnol, flamenco, etc. Mais il y a un générique chanté au début. La série commence comme ça. C'est déjà très rare aujourd'hui dans les séries d'avoir un générique chanté autre qu'une musique non originale. Et ça rappelle forcément la série de Guy Williams. Moi, quand je l'ai entendu, je me suis dit, c'est pas possible. C'est la même vibe que ce générique fou de 57 qui avait été évidemment fait pour la France, enfin chanté en français. C'est génial, non, comme idée, ça. Je sais que tu as reçu dans ton émission sur la loi des séries Julie Rouet, c'est ça? Qui est la compositrice de la BO de la série. Qui s'est retrouvée à chanter. Et qui a chanté parce qu'elle est aussi chanteuse à côté. Ouais. Et elle avait aussi composé la musique de Dans l'ombre pour France Télévisions. Enfin voilà, c'est une formidable compositrice. Et elle s'est retrouvée à chanter. Alors elle me dit qu'elle est incapable de reprendre cette voix et de le rechanter parce que c'est sur des tonalités et des vibrations qui ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Elle se casse la voix quand elle le chante. Mais c'est vraiment génial et ça renvoie à cette tradition française du générique, puisque la version de Prime a aussi un générique qui est fait par M. Pokora, donc c'est très différent. C'est vrai. Mais ça renoue avec cette tradition du générique qui a une espèce de plus-value sur la production de la série. Mais c'est surtout en lien vraiment avec l'histoire de Zorro à la télévision, puisque certes, nous on connaît tous la chanson en français, mais la chanson elle existe dans la version originale, et qu'à l'origine, avant Zorro, chez Disney, c'est Davy Crockett avec sa célèbre complainte qui donne l'idée à Disney de se dire il faut qu'on ait une autre série avec un personnage iconique historique avec sa chanson, et bim, ce sera sa chanson. Il y aura même un 45 tours avec le comédien qui joue Sergent Garcia qui chante parce qu'il était baryton et qui chante la chanson de Zorro. Donc c'est vraiment une vraie tradition de Zorro tout court. Donc c'est, je trouve, génial de l'avoir fait, et ça rajoute au petit plus. C'était par ailleurs assez casse-gueule de tenter cet exercice-là parce que c'est un truc qu'on fait de moins en moins, et moi j'ai trouvé ça très réussi. La chanson elle rentre dans la tête. Le dernier c'était Faflarage pour Prison Break, ou Heroes, ça mettait d'autres ambiances. Là voilà, il se passe un truc. Par ailleurs, le générique il est animé assez joli, par ailleurs à regarder. C'est typiquement le genre de générique qu'on ne veut pas zapper. Mais on est plutôt bon en France pour faire des génériques à la fois pas simplement les chansons mais les images aussi. On refait de très très bons génériques en France. Et c'est une tradition qu'il faut sauvegarder. Il y a, malheureusement, je trouve trop de séries où il y a juste un titre qui s'affiche et on enchaîne, et ça c'est voir pas la mention sur les plateformes pour skipper le générique. Mais là au moins sur France 2 vous ne pourrez pas passer le générique. Un dernier mot, je disais, pourquoi est-ce qu'on a ce Zorro français aussi? C'est parce que Zorro est tombé dans le domaine public. Ça fait plus de 10 ans, 2013 j'ai regardé. C'est pour ça aussi qu'il y a donc eu une deuxième série Zorro cette année, 2 en une année, c'est quand même assez fou. Série espagnole cette fois qui est sortie sur Prime en début d'année. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir du Zorro à toutes les sauces? Est-ce que c'est une bonne chose déjà d'avoir du Zorro à toutes les sauces, ou est-ce que finalement le personnage il est un peu daté maintenant peut-être? Ce qui me fait peur c'est surtout d'avoir du Zorro n'importe comment. Parce que ça dépend de la sauce donc. Ça dépend de la sauce. Les deux propositions qui sont faites sont très différentes, mais je trouve qu'elles rendent plutôt justice au personnage, même si on n'adhère pas à l'univers
ou à l'autre, on reste dans le personnage. Si c'est pour se retrouver à avoir un Zorro qui devient un serial killer et qui massacre tout le monde avec son épée façon Winnie l'ourson, comme c'est le cas avec ce personnage trouvé aussi dans le domaine public, non, là c'est du grand n'importe quoi. Donc effectivement, il faut avoir des gens. Encore une fois, moi j'ai des réserves sur ce Zorro-là, mais je sens que les Dujardin, ils ont aimé le Zorro de Williams et ils ont vraiment eu envie de proposition. Il y a une vraie proposition. Ce qui est déjà mieux que pas de proposition. Exactement, et une proposition qui est intelligente et intéressante. On y adapte pas, mais elle est intelligente et intéressante. Il faut, pareil, revenir à l'histoire de Zorro. Zorro, avant d'être Guy Williams et d'être chez Disney, c'est un roman feuilleton, c'est des pulps, c'est des bandes dessinées, c'est plein de choses, Zorro. Donc en fait, il y a plein de façons de réinvestir Zorro. Et Zorro, c'est Batman. De toute façon, le créateur de Batman, il a créé Batman parce qu'il y avait Zorro. Et il suffit de jouer au jeu des différences, vous verrez, il n'y en a pas beaucoup, en fait. Donc on peut tout à fait réinvestir Zorro dans ce qu'il représente, dans plein de façons différentes. Ce sera des propositions chaque fois originales d'auteurs. On n'adhérera pas, bien évidemment. Moi, ça ne me choque pas et je trouve ça plutôt plaisant. D'ailleurs, je conseille une bande dessinée qui vient de sortir où on a un héritier de Zorro qui lutte contre les cartels de la drogue. Eh ben, c'est vachement bien. Très intéressant. Chez Urban Effectivement, Comics. Voilà. Une idée supplémentaire. En tout cas, une proposition originale française qui plus est autour de Zorro. C'est l'événement quand même des fêtes, ne le ratez pas, 23 et 30 décembre sur France 2. Et puis vous revenez en commentaire après sur YouTube et vous nous dites si vous avez aimé ou pas, si vous êtes d'accord avec Alexandre, avec Benoît ou avec moi qui essaie de rassembler tout le monde dans l'amour. C'est Noël, tout le monde s'aime. On a beaucoup parlé de Zorro, mais on va parler d'autres choses. On va terminer avec nos séries de la semaine. Deux recos pour terminer, une en streaming, vous avez l'habitude, et une en DVD. Et oui, parce que pourquoi pas, il y a encore des gens qui achètent des DVD, et heureusement, parce qu'on trouve des choses en DVD qu'on ne trouve pas ailleurs. Je terminerai par ça, on va d'abord faire le streaming, le classique, c'est Joanne, c'est ça, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Série que tu as vue, Benoît, qui est donc à voir sur série OCS, série anglaise à voir sur OCS, c'est disponible sur MyCanal, évidemment. C'est quoi, Joanne, c'est bien ? C'est excellent, moi j'étais le énième série sur un personnage féminin atypique, voilà, donc je pars dans cette série en me disant, bon, personnage en plus de Batgirl, il y en a quelques-unes quand même ces derniers temps, je me dis, allez, j'y vais en terrain a priori connu. Je me lance aussi en me disant, je vais regarder une série anglaise, je sais toujours que quand même avec les Anglais, la Sky TV, bon, on a de la qualité. Et puis, je suis très agréablement surpris, et ça va au-delà de mes espérances, puisque la série commence comme si j'étais dans un film à la Ken Loach, où on suit Joanne, jeune mère qui fait des petits boulots, qui vit avec un mec un peu violent, pas plus qu'un peu, elle finit par claquer la porte et se casser. Et elle va chez sa sœur à Londres, et entre les deux, elle laisse sa fille aux services sociaux parce qu'elle-même a bénéficié des services sociaux quand elle était plus jeune. Donc elle fait confiance aux services sociaux. Et là démarre presque une autre série, mais pas vraiment une autre série, mais une série plus glamour parce qu'elle devient voleuse de bijoux, en travaillant dans une bijouterie. Et ce qui est génial dans cette série, c'est que l'un aurait pu prendre le pas sur l'autre. Le glamour de la série de voleurs et la série sociale auraient pu se scinder. Et en fait, ils en font qu'une seule. Et le personnage de Joanne est interprété par une comédienne qu'on connaît si on a vu Game of Thrones, qui est Sophie Turner. Qui jouait Sansa Stark. Voilà, c'est ça. Et qui est excellente dans ce personnage et qui, justement, a beau être glamour, mais c'est un personnage, ce personnage de voleuse. Et au fond, l'intérieur d'elle est en permanence brisé par sa vie et ses problèmes sociaux. Et donc, je trouve ça passionnant, touchant, émouvant et haletant. Franchement, j'ai dévoré les 6 épisodes très très rapidement. Et ben voilà, qui est une excellente reco à regarder donc pendant les fêtes de Noël si vous avez du temps. Au dernier festival Marseille Série Stories. Effectivement, voilà, puisque c'est adapté des mémoires de la véritable Joanne Hannington. Très bien, une histoire vraie. En plus, voilà, donc c'est à regarder. Ça s'appelle Joanne, c'est donc à voir sur OCS ou MyCanal si vous êtes abonné à MyCanal. On termine donc comme promis avec des DVD. Et oui, parce que il y a des séries qu'on ne trouve plus en streaming nulle part. Ça devient très compliqué. Mais c'est Noël et vous avez peut-être envie d'un cadeau de dernière minute. Il vous manque peut-être le cadeau pour votre père, votre mère, votre soeur, votre ami, peu importe. Et donc un coffret
Alexandre, tu nous recommandes un coffret DVD, celui des premières saisons de New York Police Judiciaire. Oui, et je précise que c'est pas uniquement parce qu'on les trouve plus en streaming qu'on a le coffret, c'est parce que j'aime aussi, moi, avoir l'objet des beaux coffrets. et avoir les beaux coffrets de séries, surtout quand on parle de séries comme celle-ci qui a 35 ans en 2025, de la 25 télé. ans d'existence, il y a eu 10 ans de break entre les deux. C'est un classique, mais vraiment un classique au sens noble du terme, même si aujourd'hui certains pourraient railler cette espèce de longévité extrême. C'est un focus à travers cette série sur l'évolution de la société américaine, de la justice américaine et de la ville de New York plus largement sur 20 ans. Et la bonne idée d'Elephant, qui est la société qui édite cette série, c'est d'avoir décidé de sortir les 20 saisons par rafale de 5 saisons. Et là, on a les premières qui sont vraiment les origines de la série. On y retrouve le regretté Jerry Orbach, qui était le flic qui a enquêté sur la série pendant plus de 15 ans. Sam Westerson qui est le procureur qu'on a aimé, mais aussi ceux qui étaient là avant. Et on a à chaque épisode, on a des cas d'école qui nous montrent l'évolution de la société. On voit l'évolution même, c'est ça qui est hyper intéressant, de la peine de mort dans l'État de New York, qui est abolie, qui revient avant d'être réabolie. Enfin voilà, c'est des choses hyper intéressantes. Chaque épisode a une histoire isolée, inspirée de faits réels. Et moi, je trouve que c'est une série qui est pas simplement formidable, elle est juste brillante. Alors, les épisodes sont irréguliers, mais globalement, c'est une série qui est absolument brillante et que je conseille à tout le monde de redécouvrir. Et notamment les scénaristes. Les scénaristes, regardez chaque épisode, à quel point c'est super bien écrit. L'ellipse parfaite, enfin tout est parfait dans cette série. Pom pom. Le fameux générique de Mike Post qui est un classique. Et j'invite aussi les gens sur le coffret, il y a quelque chose qui est, je crois que pas beaucoup de gens ont vu en France, il y a le pilote original qui date de 88 je crois, qui a servi de base à la série avec des comédiens très différents. Mais allez-y, c'est chez Elephant et ça vaut vraiment le coup. Je suis content parce que j'ai réussi à vous réconcilier. On est d'accord globalement. Voilà. Autour de New York Police Judiciaire, donc un classique de la télé américaine, New York Police Judiciaire, donc à voir en coffret DVD pour Noël à offrir. C'est parfait. Merci Alex, merci Benoît d'avoir été avec moi pour cette dernière de l'année. Merci à vous, les téléspectateurs toujours plus fidèles et auditeurs évidemment cette saison. Je vous souhaite, je vous le redis, un très joyeux Noël et de très belles fêtes de fin d'année. Nous, on va faire une petite pause parce que voilà, on va se reposer un petit peu, puis il va falloir digérer les petits fours, les bûches, les 47 repas des fêtes. Bref, je vais pas être en forme avant un petit moment, donc on se retrouve mi-janvier pour un nouvel épisode suivant.